Merci beaucoup. C'est moi qui suis ravi d'être là. Et un gros bravo à tous les deux avec Gilles d'avoir mis cette première session de pédiatrie au Biennale. Je pense qu'il se passe quelque chose en ce moment en France autour de la recherche en pédiatrie. Les associations de parents, les chercheurs, les cliniciens, l'INCa, les différentes tutelles. Et je pense que c'est à nous là d'essayer de travailler intelligemment ensemble pour que ce momentum arrive. Donc l'objectif de ce topo aujourd'hui, c'est de vous faire un peu le point sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la chimiothérapie métronomique, donc on appelle métronomique, on a mis pompeusement 20-20 pour faire un peu un état des lieux aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est, vous montrer quels sont les derniers développements, ce que ça donne en clinique, et puis ce qu'on peut éventuellement en faire pour essayer d'aider un petit peu les patients. Donc, je ne sais pas si c'est l'habitude ici, mais voilà mes conflits d'intérêts. Donc, j'ai un peu de soutien à l'industrie pharmaceutique pour mettre en place des essais. Ça ne devrait pas impacter très fort sur ce topo aujourd'hui. Donc j'espère que mon topo va être plus clair que cette première slide qui est un peu glissante dessus-dessous. Les autres seront propres. Hein. L'idée, c'était d'essayer de vous dire que en fait, notre compréhension du fonctionnement de la chimiothérapie dépend de la façon, à un moment donné, avec laquelle on comprend ce que c'est qu'un cancer. Donc on est parti au départ d'un agrégat de cellules cancéreuses, et puis on a redécouvert dans les années 2000 micro-environnement via l'angiogénèse, et puis maintenant on est dans des modèles beaucoup plus compliqués, d'hétérogénéité tumorale, de micro-environnement complexe, etc. Et donc, ce n'est pas une coïncidence, entre guillemets, si c'était au moment de la redécouverte de l'angiogénèse que la chimiothérapie métronomique est apparue comme telle. En fait, ce sont donc deux équipes de chercheurs vraiment majeurs dans le domaine de l'oncologie pédiatrique qui ont décrit au même moment, les deux articles sont publiés le même mois dans deux revues différentes, donc le concept de chimiothérapie métronomique. Donc il y a l'équipe de Judah Folkman qui est à Boston et l'équipe de Bob Kerbel à Toronto qui ont montré globalement que de donner des petites doses de chimiothérapie de façon répétée permettait d'avoir un effet antitumoral. On va voir quelques graphiques après pour expliquer ça un peu plus précisément, que ça pouvait marcher même sur des cellules qui sont résistantes à ce même médicament si on le donne de façon normale, donc à grosse dose, de façon espacée. Et c'est donc dans un éditorial qui accompagnait ces deux papiers que Douglas Hanahan a appelé cette façon de donner les médicaments, donc des petites doses fréquemment, qui rappellent le métronomique, le métronome pour ceux qui font du piano ou des instruments de musique. Donc globalement, voilà les deux figures clés du papier. Donc j'ai choisi celui de Judah Folkman, même si le papier de Bob Kerbel était un modèle pédiatrique, je trouve que celui-là parle mieux. Donc vous voyez là, je suis désolé, je m'éloigne du micro pour la caméra. Il y a un pointeur, non? Ouais, mais comme je vois rien en couleur, ça panique pour moi les pointeurs. Ah si, je le vois là, celui-là, je le vois à peu près. Ouais. Donc vous voyez que si on greffe les cellules cancéreuses à des animaux, si on ne fait rien, la tumeur pousse rapidement. Si on fait de la chimiothérapie, on voit qu'on contrôle un petit peu la maladie qui commence à pousser presque comme dans le contrôle. Si on fait de la chimiothérapie métronomique, on voit qu'on arrive à contrôler la maladie pendant une plus grande période de temps. Et si on rajoute en plus un anti-VEGF, on arrive à guérir littéralement les différentes souris. Et si on utilise des lignées cellulaires qui sont résistantes à l'endoxan et qu'on fait du l'endoxan de façon métronomique, vous voyez qu'on garde une efficacité qui est bien meilleure que la chimiothérapie standard, même si ça semble marcher un petit peu moins peut-être que sur les tumeurs qui sont vierges, entre guillemets. Donc ça, c'était vrai donc, pour les tumeurs sensibles, les tumeurs résistantes, pour différents médicaments, pour différents types de cancers. Les souris se portaient comme des charmes, elles continuaient à grandir, à prendre du poids normalement. Et le point clé, c'est qu'on arrivait à avoir cet effet, pas en ciblant directement les cellules cancéreuses, mais en ciblant les cellules de l'endothélium. Et donc, si on mesure l'induction d'apoptose dans les cellules d'endothélium ou sur les cellules tumorales, si on utilise de la chimiothérapie standard, donc le schéma du haut, j'ai perdu mon pointeur, vous voyez qu'on a une induction d'apoptose à la fois des cellules tumorales et des cellules endothéliales après la chimiothérapie. Ça dure un certain temps de façon limitée. Puis après, comme on ne peut pas refaire la chimiothérapie puisque le corps doit récupérer des toxicités, bien, on n'a plus d'effet antitumoral. Et pendant cette période de temps, éventuellement, les cellules cancéreuses peuvent recommencer à pousser. Alors que sur le panel du bas, on arrive, en donnant des petites doses de chimiothérapie de façon continue, à avoir une induction de l'apoptose, donc une destruction des cellules endothéliales et des cellules tumorales de façon continue. Donc ces résultats ont été confirmés dans différents modèles par différentes équipes. On a commencé à l'utiliser chez l'être humain, chez les adultes, puis chez les enfants, on le verra un peu plus tard. Et la définition qui a découlé de ces travaux a été la suivante. Donc la chimiothérapie métronomique, c'est le fait de donner des petites doses de chimiothérapie de façon fréquente, sans faire de grands breaks, donc sans laisser la tumeur tranquille, entre guillemets. Et donc,
on donne moins, mais de façon régulière, et ça marche bien. Et la clé, c'est donc qu'on change la target. La simple fait de donner le médicament de façon différente, le même médicament, fait qu'il marche différemment. Le problème, c'est que cette définition n'est pas assez précise, et ça a beaucoup desservi le domaine. C'est que ça ne dit pas qu'est-ce que c'est qu'une petite dose, 10%, 20%, 30%. Qu'est-ce qu'une administration fréquente? Est-ce que c'est une fois par semaine, 2 fois par jour, par opposition à une fois toutes les 3 semaines quand on fait la chimiothérapie habituelle? Et qu'est-ce que c'est qu'un break long? Combien de temps on peut, entre guillemets, arrêter de traiter la tumeur? Donc ces questions sont sans réponse. Ce qui est intéressant, c'est de façon empirique, si on retourne dans le temps, et en particulier en 1963, où il s'est passé des choses intéressantes, on retrouve rétrospectivement le premier essai randomisé sur l'utilisation de la chimiothérapie métronomique. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais dans cet essai qui était publié dans Blood, donc chez les enfants qui avaient une leucémie, c'est l'introduction, vous voyez, après l'induction, d'une maintenance avec du purinétol. Et cet essai était positif, puisque les patients qui avaient le purinétol survivaient plus longtemps. On ne guérissait pas à l'époque, malheureusement, c'était les tout débuts de la chimiothérapie, mais on avait un effet positif, de façon randomisée, à donner un traitement de maintenance, dans des petites doses de chimiothérapie à ces patients qui avaient de leucémie. Donc rétrospectivement, ce sont des petites doses données de façon chronique. Donc ce qui est intéressant, c'est que des fois, quand on regarde certains mots, là, on peut voir des choses complètement différentes, même opposées, alors que c'est la même chose. Et quand on regarde la chimiothérapie, on peut se dire la même chose. Qu'est-ce que c'est, ça, en fait? Alors, pour les hématologues, ils vous diront ça, c'est un traitement d'entretien pour une leucémie. Moi, je suis un peu biaisé, je vous dirais ça, c'est de la chimiothérapie métronomique. Donc, est-ce que finalement c'est intéressant de regarder les choses comme ça? Même chose, on donne souvent des petites doses de VP16 à visée palliative parce que c'est pas trop toxique et puis ça permet quand même de contrôler la maladie. Ça, c'est des découvertes empiriques des oncologues adultes et que les oncologues pédiatres ont utilisées. Donc, même chose, est-ce que c'est de la chimiothérapie palliative ou est-ce que c'est de la chimiothérapie métronomique? Et donc, en dehors de mettre un nom sur le process, ce qui est intéressant, c'est que si c'est de la chimiothérapie métronomique, je vais pouvoir tirer le fil du mécanisme d'action et éventuellement essayer de faire que ça marche mieux, que ce soit moins résistant et donc affiner mon traitement. Donc souvent, quand on parlait de ça, notamment dans certaines revues, même dans des journaux assez prestigieux, on nous secouait un petit peu fort avec Eddy Pasquier qui est dans la salle, et on nous disait que non, de dire que c'est des traitements d'entretien, c'est métronomique, c'est pas vrai. Donc on avait mis en place cette petite étude ancillaire chez des patients du service qui étaient en cours de traitement d'entretien d'une leucémie, et ce qu'on avait réussi à montrer, c'est que quand on donnait de la chimiothérapie métronomique, on arrivait à mettre l'endothélium au repos. Donc on ne le détruisait pas, mais on le mettait au repos, et que ça, sans doute, contribuait partiellement à l'effet du traitement d'entretien. C'était en plus associé avec une augmentation de la thrombonitine 1, qui est un des médiateurs connus de l'effet de la chimiothérapie métronomique. Donc on avait là des arguments pour dire qu'effectivement, une partie du traitement d'entretien est sans doute métronomique. Et puis on a essayé de faire avancer les choses on a mis ensemble les pièces du puzzle avec Eddy Pasquier qui était en Australie à l'époque, et on a proposé un nouveau modèle de la chimiothérapie métronomique avec un premier élément qui était qu'en fait la chimiothérapie métronomique agit aussi directement sur les cellules cancéreuses. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que comme on la donne à petite dose de façon différente, la cellule ne marche pas de la même façon sur les cellules cancéreuses. Et il y a même certains médicaments, comme l'irinotecan, qu'on donne de façon empirique, de façon prolongée, et c'est comme ça que ça marche mieux. Donc là aussi, on n'a pas simplement un effet sur le micro-environnement, mais on peut toucher les cellules cancéreuses, là aussi parce que on les laisse sans répit, et éventuellement même les cellules souches cancéreuses avec ce type de traitement. La troisième chose qui prend tout son sens maintenant avec l'avènement de l'immunothérapie, même si en pédiatrie les résultats sont encore assez limités, c'est l'impact sur le système immunitaire. Et donc, de façon assez schématique, avec quelques exemples, le fait de donner de la chimiothérapie métronomique, déjà va faire qu'il y a une toxicité moindre, donc on ne va pas détruire tous les globules blancs comme on le fait avec la chimiothérapie habituelle, mais si on donne des petites doses, en fonction du médicament qu'on utilise, on va avoir des effets spécifiques sur le système immunitaire. Si on donne des petites doses de Thymodal ou d'Endoxan, on va dépléter les lymphocytes régulateurs, qui sont immunosuppresseurs. Donc on va de façon sélective dépléter ces lymphocytes et donc aider le système immunitaire à marcher mieux. Si on donne du 5-FU ou de la gemcitabine, qu'on utilise peu en pédiatrie, mais plus chez les adultes, on arrive à dépléter ces MDSC, qui sont aussi d'autres cellules immunosuppressives du système immunitaire. Et à l'inverse, avec des petites doses de vinblastine, donc j'ai choisi là des médicaments qu'on utilise au quotidien, et des petites doses seulement, on arrive à faire maturer les cellules dendritiques. Donc on va faciliter la reconnaissance par le système immunitaire des corps étrangers, donc des tumeurs. Et là aussi, ce qui est critique, c'est vraiment de donner des petites doses. Si vous donnez des doses trop hautes, vous allez tuer ces cellules et vous allez perdre complètement votre effet spécifique.
Et donc, on va passer rapidement là-dessus. Donc, c'était une étude qui a été faite par une équipe de Gustave Roussy avant la découverte de la chimiothérapie métronomique en tant que... on va dire que la chimiothérapie métronomique était découverte, mais qu'on n'a jamais mis les noms ensemble. Donc, sur le versant des immunologues, eux, ils n'appelaient pas ça de la chimiothérapie métronomique, ce qui fait qu'on a pendant longtemps négligé cet effet. Vous voyez que quand on donne de la cyclophosphamide, on baisse effectivement les Tregs, non seulement dans la rate, mais également au niveau de la tumeur. Si on change d'agent, on utilise la gemcitabine et le 5-FU, on baisse les cellules, on baisse les MDSC, que ça se traduit par un effet tumoral, avec moins de tumeurs si on utilise ces médicaments. Et si on utilise, ça se traduit aussi en termes de volume tumoral et de survie, et que cet effet est complètement perdu si on utilise des souris nude, donc des souris qui n'ont plus de système immunitaire, ce qui valide le fait que cet effet passe au moins partiellement par le système immunitaire. Donc de la même façon, quand on regarde le T-modal à petite dose qu'on donne notamment pendant la radiothérapie pour les gliomes de haut grade, est-ce qu'on donne du T-modal concomitant avec la radiothérapie, ou est-ce qu'on donne la chimiothérapie métronomique? Et même un peu plus loin, est-ce que ce n'est pas un traitement qui en fait déplaque les Tregs? Donc là aussi, il y a une façon de lire la façon dont nos traitements marchent de façon un petit peu différente. La vinblastine qu'on utilise pour les gliomes de bas grade, pour les histiocytoses, notamment en tout seul. On peut dire effectivement ça marche comme de la chimiothérapie traditionnelle. Est-ce que c'est de la chimiothérapie métronomique ou est-ce que c'est simplement éventuellement une façon d'activer le système immunitaire qui fait qu'on arrive à récupérer un effet antitumoral? Sans doute, c'est un peu tous ces effets qui sont mélangés et c'est ça qui fait sans doute la force de la chimiothérapie métronomique, c'est qu'on a cet effet multiples sur différentes cibles, ce qui fait que ça donne un spectre d'action un petit peu large, même si éventuellement ça marche un petit peu moins vite. On a rajouté au concept de chimiothérapie métronomique le concept de drug repositioning, qui donc Manon Carré vous en parlera un petit peu plus tard avec des travaux qui sont faits dans le laboratoire. On utilise donc des médicaments qui sont des agents non anticancéreux, mais qui ont des propriétés anticancéreuses. Et ces médicaments, souvent, se donnent aussi tous les jours, comme un antihypertenseur, comme des anti-inflammatoires, et sont très peu toxiques. Donc on arrive comme ça à générer des combinaisons qui peuvent être plus ou moins ciblées, qui vont majorer l'activité de la chimiothérapie. Donc, qu'est-ce qui se passe en clinique? On utilise la chimiothérapie en clinique en pédiatrie. Le premier essai designé en tant que chimiothérapie métronomique était fait par l'équipe de Judah Folkman, qui était menée par Mark Kieran à l'époque. Donc, ils ont fait un protocole avec deux médicaments de chimiothérapie à petite dose qui s'alternent, du célécoxib, qui est un anti-inflammatoire, et puis de la thalidomide. Et quand donc ces traitements étaient donnés à des patients qui avaient des tumeurs cérébrales tout en rechute, et parmi ces patients, donc le traitement devait durer 6 mois, il y a environ un gros tiers des patients qui ont reçu la totalité du traitement, une partie qui l'ont reçu plus longtemps, donc c'est rare que les familles demandent et les enfants demandent à recevoir un traitement plus longtemps que prévu, ça veut dire que l'activité était présente et que la tolérance était bonne. Et puis certains de ces patients, même avec des maladies qui étaient encore présentes, mais étaient endormis, et même après l'arrêt du traitement, et encore aujourd'hui, certains de ces patients restent, alors on ne peut pas dire qu'ils sont guéris, parce qu'ils ont encore de la maladie, mais donc ont un bénéfice très prolongé à ces approches. De façon très récente, c'est un article qui est publié dans Lancet Oncology en fin d'année dernière. Donc il y a une étude randomisée européenne dans les rhabdomyosarcomes où la question était de dire est-ce qu'on rajoutait un traitement d'entretien à la mode leucémie avec de l'endoxan et la navelbine chez les patients qui ont un rhabdomyosarcome dit de haut risque. Et cette étude a montré que le traitement était quand même un petit peu toxique, notamment au niveau hématologique, donc peut-être on peut réfléchir à faire un petit peu moins fort, mais surtout on avait une différence en termes de survie qui était non significative en termes d'EFS, mais en termes de survie globale, il y a un vrai bénéfice. Donc cet article était publié dans cette oncologie. Il y a 12% des patients qui sont guéris en plus en rajoutant 6 mois de chimiothérapie à la fin de leur traitement. Donc sans avoir recours à des molécules super chères, super expensive, super fancy, mais on arrive comme ça à guérir plus de patients et ça devient le nouveau standard of care pour les rhabdomyosarcomes de haut risque. Récemment, une revue a été publiée par les Indiens. On va en parler un peu plus tard, pourquoi ils se sont emparés de cette thérapeutique stratégique. Donc, ils ont fait la synthèse des 50 études pédiatriques qui ont été publiées, incluant 3 essais randomisés. Donc, ce qui permis d'identifier des tumeurs où, a priori, la chimiothérapie marche bien, comme les rhabdomyosarcomes, comme les gliomes de bas grade, comme les lymphomes, comme les neuroblastomes, comme les épandymoses, et puis certaines tumeurs pour lesquelles ça ne marche pas.
jusqu'à présent, toutes les combinaisons métronomiques qui ont été essayées ont été des échecs, comme l'ostéosarcome. Aucun biomarqueur n'est utilisable à l'heure actuelle. En partie, ça a été étudié de façon très, très exhaustive au niveau des marqueurs d'angiogénèse. Et puis, donc, il y a un vrai intérêt qui s'est mis en route par les pays en voie de développement, on devrait dire avec des revenus faibles, puisqu'on a des traitements qui sont peu chers, peu toxiques, qui ne demandent pas de cathéter central. Donc on peut arriver comme ça à donner aux patients des traitements qui sont faciles d'accès et qui peuvent correspondre aux contraintes qu'ils rencontrent localement. Les Indiens sont, donc c'était publié dans le JAMA Oncol il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, donc une étude randomisée avec placebo, ce qui est très très rare en pédiatrie, donc où les patients qui étaient en rechute recevaient ou le placebo ou les pilules de chimiothérapie métronomique. Donc globalement, malheureusement, l'essai est un échec. Ils m'avaient demandé mon avis à mi-chemin, je leur avais dit arrêtez de mettre les ostéosarcomes, ça va tuer votre étude. Et effectivement, quand on enlève ces 2 panels du bas, les ostéosarcomes, l'étude devient positive. Donc si on sélectionne un petit peu les patients, on est capable de démontrer qu'il y a un bénéfice à faire ces traitements à visée palliative. Donc c'est que palliatif entre guillemets, mais c'est quand même un challenge qui est très très important, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis historiquement, là aussi, dans le rhabdomyosarcome, les Allemands avaient proposé, c'était le physicien, le médecin qui choisissait, et qui proposait aux patients avec un sarcome des tissus mous de haut risque de recevoir un traitement d'entretien ou de recevoir de la chimiothérapie autodose. Et ce qu'ils ont été capables de montrer, c'est que quand on recevait la chimiothérapie d'entretien, donc à petite dose, la survie était meilleure, nettement meilleure. Donc Goliath avait été terrassé par David. Donc voilà le protocole qui avait été utilisé à ce moment-là. Récemment, on a publié une phase 2 d'une étude métronomique française. Donc voilà le schéma, ça c'est pour la recette de cuisine, pour ceux que ça intéresserait. Donc on a montré là aussi que dans les gliomes de bas grade très lourdement traités, ce patient avait reçu plusieurs lignes de traitement. On avait là aussi une activité significative dans les gliomes de bas grade. Avec un exemple ici, vous voyez, de diminution de la taille de la tumeur sous traitement. On a une étude où on a poussé le drug repositioning à l'extrême, et donc on traite les patients avec des gliomes en rechute, des gliomes de haut grade et des gliomes de bas grade, avec un anti-inflammatoire et un hypocholestérolémiant. Donc on avait fait d'abord une étude de phase 1 pour être sûr de savoir à quelle dose on pouvait donner les médicaments. On n'était pas très inquiet parce que les grands-mères et les grands-pères, ils prennent les hypocholestérolémiants, les anti-inflammatoires au quotidien. A priori, ça se passe pas mal. Donc les notes devraient bien le supporter. C'est ce qui s'est passé. Et de façon très intéressante, donc voilà un exemple. Les photos sont à l'inverse. Vous voyez que ça, on a la tumeur là, qui diminue sous traitement, c'est les zones blanches là qu'on voit sur l'IRM. Et globalement, donc 20 patients ont été traités. Il ne se passe rien dans les gliomes de haut grade, mais dans les gliomes de bas grade, là, qui étaient vraiment très, 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 très lourdement traités, on a eu des stabilisations, une petite réponse, même chez des patients qui échappaient aux inhibiteurs MEK. Donc on a là un traitement qui est très bien toléré, avec une efficacité potentielle, et qui est très peu cher, donc qui pourrait, par exemple, être utilisé dans les pays en voie de développement. Donc globalement, on sait que la chimiothérapie, c'est un terme générique, et que la chimiothérapie métronomique, ça ne veut trop rien dire, c'est un protocole de chimiothérapie métronomique, et le même ne va pas marcher pour toutes les tumeurs. Il y a différents settings, ça peut être upfront, un patient qui est très très fragile, notamment dans les pays en développement, beaucoup de fièvre, dénutri, il ne va pas pouvoir recevoir la chimiothérapie très forte, donc on pourrait imaginer faire un traitement plus léger. En traitement d'entretien, à la rechute, et puis donc des combinaisons de chimiothérapie métronomique avec du drug repositioning ou alors des thérapies ciblées, puisque comme traitement hypotoxique, on peut le marier assez facilement avec tout, ou les immunothérapies. Donc les 2 directions que prennent le domaine, c'est justement l'extension dans les pays en voie de développement qui sont en train de s'approprier ce traitement, et puis dans nos pays, essayer de le marier au traitement un peu plus sexy, entre guillemets. Donc on va se pencher là sur l'immunothérapie. On a désigné un protocole donc, pour lequel on a obtenu des financements grâce à ses partenaires, et puis à BMS qui nous a fait confiance et qui nous fournissent le nivolumab. Et donc on s'est appuyé sur le mécanisme d'action immunitaire de la chimiothérapie métronomique. Et on a construit le protocole avec 1, 2 ou 3 médicaments pour agir sur 1, 2 ou 3 composants du système immunitaire pour essayer de renforcer l'effet du nivolumab ou vice-versa. Donc c'est une étude qui se déroule en 2 temps. On essaie d'abord de voir si la combinaison des 3 agents de chimiothérapie est supportable par les patients avec le nivolumab. Et une fois qu'on a la combinaison qui est bien supportée, on va randomiser la chimiothérapie métronomique versus la chimiothérapie métronomique plus l'immunothérapie. Donc il y a maintenant 8 patients déjà qui ont été traités. Donc l'étude avance bien. Donc voilà
le concept un petit peu général de comment on voudrait avancer le métronomique de façon un peu plus moderne et moins empirique. Donc on se sert des données qui sont présentes dans la littérature, à la fois chez les enfants, à la fois chez la souris dans les boîtes. On sélecte comme ça les médicaments, la façon de les donner, les doses à laquelle on les donne. On utilise des formules adaptées, parce que souvent ces gélules ne sont pas faites pour les enfants, donc il faudra avoir les sirops qui correspondent pour que ce soit plus facile à prendre. On peut prendre aussi des petits iPhones pour rappeler aux gens que c'est le moment de prendre les pilules. Pendant le traitement, on fait des dosages. On peut éventuellement resampler la tumeur avec la biopsie liquide pour voir si elle est présente, voir s'il faut adapter le traitement. On peut aussi mettre les données dans un ordinateur pour essayer d'adapter les doses du traitement de façon optimale. Et comme ça, avec des boucles itératives, arriver à faire des traitements qui sont individualisés à tous les niveaux pour les enfants. Je prends encore 2 minutes si j'ai le droit. Donc ça, c'était un pan de travail qui a commencé il y a maintenant une petite dizaine d'années. On m'avait annoncé un suicide académique. C'était à la fois de travailler sur la chimiothérapie métronomique et dans les pays en voie de développement. C'était vraiment pas la mode. Alors, bon, j'ai quelques mentors, quelques personnes qui m'ont impressionné dans la vie, donc Steve Jobs, donc il y avait cette citation. Et donc, on a dit, on va écouter notre cœur, là, et puis essayer d'y aller quand même. Et l'idée, c'était de dire, l'innovation scientifique, c'est bien, d'avoir des molécules super sexy, c'est bien, mais ce qu'il faut aussi, c'est que ce soit un bénéfice pour les enfants et puis surtout un bénéfice pour les enfants partout dans le monde. Je vous rappelle, dans les pays en développement, c'est 20-0% de survie et c'est la majeure partie des patients, c'est 80% des patients. Donc il faut essayer de faire un petit peu pour eux. Et avec Eddie et Manon, on a décidé que nous, on voudrait que notre recherche, elle puisse servir pas juste à ceux qui sont déjà bien servis, même s'ils sont dans la difficulté, mais aussi d'aider un petit peu tout le monde. Donc on a monté cette structure qui s'appelle la Metronomics Global Health Initiative avec le professeur Marc Lemenestrel, qui est professeur à l'INSEAD, à Fontainebleau et à Singapour, pour le verser un peu New Business Model et social, Eddie Pasquet pour la recherche, et puis moi-même pour essayer de faire un petit peu clinique. Donc on a monté un réseau maintenant international, on a un site internet, on a réussi à faire des publications, le Lancet Oncology nous a bien aidé, Nature Clinical Oncology, et notamment Lisa Hutchinson, qui était l'éditrice à l'époque, nous a aussi bien aidé à montrer que ça avait un petit peu du sens. Et puis on a publié donc, avec des collègues au Mali la première étude pédiatrique métronomique qui avait été à l'époque mise en évidence par un editorial dans les JPHO. Et puis récemment, donc, une enquête qui a été publiée dans le Journal of Global Oncology pour voir quels étaient les besoins et la compréhension de la chimiothérapie métronomique dans les pays en voie de développement, qui disait, ouais, effectivement, c'est un outil qui peut être utile et il faut qu'on l'utilise, mais de façon coordonnée. Donc voilà un exemple, par exemple, de ce qu'on peut faire et ce qui n'est pas fait. Voilà le VLB. On donne du VLB à la rechute dans les lymphomes anaplasmiques. On arrive globalement à guérir 30% des patients. Les Indiens, pour eux, ils adorent parce que le VLB, c'est une injection en hôpital de jour, il n'y a pas trop de toxicité. Si on le donne en première ligne, on peut guérir 70% des patients. Donc de ça, on apprend qu'il y a certains patients que nous aussi, on pourrait guérir avec un traitement très, très, très léger. Maintenant, il faut savoir identifier lesquels. Et donc, clairement, l'idée, c'est qu'on peut faire des boucles itératives et surtout apprendre de l'autre, ce qu'on appelle le mutual learning. Il y a un article qui devrait sortir bientôt dans Nature Cancer là-dessus, sur ces collaborations entre pays voie de développement et pays riches, où il faut savoir utiliser les idées des autres et savoir les fructifier, apprendre les uns des autres pour avancer. On a fait comme ça aussi avec Guy Pasquier un traitement pour l'angiosarcome qui a été testé en Inde et qui fait beaucoup mieux que tout ce qui existe à l'heure actuelle. Donc j'espère que vous vous êtes convaincu que donc, le Metronomics, qui est l'association de la chimiothérapie et du drug repositioning, est une opportunité, alors ça ne remplace pas tout, mais c'est une alternative et une autre possibilité de générer des traitements qui sont oraux, qui sont peu chers, qui sont globalement peu toxiques, qui ont une activité clinique déjà démontrée, qui agissent sur différents systèmes de la tumeur à la fois, l'angiogénèse, le système immunitaire, le stroma, les cellules cancéreuses, que l'idée c'est de faire des combinaisons, c'est pas ça contre ça ou contre ça ou contre ça, c'est qu'on prend le meilleur et on essaie de trouver ce qui colle le mieux pour une maladie donnée ou un patient donné, avec éventuellement les deux techniques modernes comme les biologies moléculaires ou les ordinateurs et les computational pharmacology, et puis après à nous de déterminer ce qui est le mieux en fonction des différents settings cliniques, qui est les soins palliatifs, les maladies réfractaires, les patients fragiles, ou alors éventuellement les traitements d'entretien qui semblent être une fenêtre de tir vraiment importante. Donc difficile de remercier tous les médecins qui ont contribué à ces études, tous les labos, etc. Donc les familles et les patients qui nous ont fait confiance, Eddie et Manon, parce qu'ils sont toujours là à mes côtés, et on avance ensemble. Et puis les différentes structures qui nous ont aidés, que ce soit les structures officielles et toutes les associations aussi qui nous font confiance pour avancer tous ces travaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicolas, je suis sûr qu'il y a des questions. Marie, voilà. J'étais un peu long, excusez-moi.
J'ai 2 commentaires. Bon, d'abord, j'ai adoré cette présentation. C'est moi. Juste pour là, le premier un peu provocateur, c'est que ça fait très longtemps, pour moi, ça fait très longtemps que la radiothérapie a compris que le fractionnement était important. Et depuis les années 60, au lieu de délivrer, on sait très bien délivrer toute la dose en des temps très courts, mais on étale. C'est pénible pour les patients parce qu'il faut se déplacer à l'hôpital, mais c'est plus efficace et moins toxique. Donc ça, c'était le premier commentaire pour dire que on a oublié, mais c'était peut-être le début de la métronomie. Non, tout à fait aussi. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de redécouvrir, comme on essaie de comprendre justement l'inflammation qui est générée par la radiothérapie, il y a tout un mouvement qui se réintéresse à l'impact sur le micro-environnement inflammatoire, justement, du changement de fraction. Oui. Exactement. Et la deuxième chose que je voulais dire, je travaille pas mal avec les gens de l'évolution pour savoir comment évoluent les tumeurs pendant les traitements. Et un des gros problèmes qui avait été lié à l'infectiologie était de dire mais si on met les traitements à bas niveau, on va générer la résistance. Et en fait, il y a je ne sais pas si vous connaissez le travail de Gatenby, mais voilà, il avance la théorie inverse et ils l'ont modélisé, etc. Que, au contraire, alors, si on traite... Manon a son ordinateur, elle a le topo tout prêt, elle peut changer de sujet pour vous montrer ça. On travaille sur un modèle justement avec l'hétérogénéité clonale qu'on peut explorer. Et effectivement, la conclusion de ce qu'on fait, c'est que si on évite la sélection clonale trop drastique, on arrive à garder une espèce d'écologie clonale tumorale qui garde une certaine sensibilité. Et là, du coup, la chimiothérapie métromique fait beaucoup mieux que la chimiothérapie NTP. D'autres questions? Manon, ça peut-être 5 minutes pour rajouter une slide. Nicolas, merci pour ton topo. Est-ce que c'est dépendant finalement à quel point le médicament a besoin d'être processé par la cellule ? Est-ce que c'est finalement la biodisponibilité des enzymes qui vont processer le médicament qui rend ce résultat, alors que si on met trop d'un coup, finalement la cellule va saturer en termes d'enzymes et ne va pas pouvoir aussi bien processer la drogue? Alors, je n'ai pas la réponse. Quelques éléments. Déjà, il y a très très peu d'études de PK qui ont été faites avec la chimiothérapie, donc on ne sait pas dans quelle mesure les petites variations de PK ont un impact différent. À l'échelle cellulaire, notamment pour le 5FU, la gémistabine, ce qui a été clairement montré, c'est que ça ne marche pas pareil. On n'active pas les mêmes enzymes, on ne sature pas le même système. Donc effectivement, il y a un processus intracellulaire qui fait qu'il ne se passe pas du tout la même chose. C'est vraiment change in PK, change in PD. Une explication mécanistique aussi pour le 5FU, en tout cas, c'est quand même il agit sur une phase spécifique du cycle des cellules et quand vous maintenez le traitement à bas coût, vos cellules vont passer toutes dans une phase où elles sont sensibles au 5FU. Alors que si vous donnez en un coup, à ce moment-là, vous avez toute une partie des cellules qui ne sont absolument pas sensibles. Semble-t-il, c'est un peu vrai pour tous les vainqueurs, etc. Mais il y a des choses qui sont un petit peu différentes de ça, justement. Ce n'est pas simplement elles s'accumulent en mitose ou en S1 au fur et à mesure du traitement. Est-ce qu'il y a des drogues qui se prêtent plus ou moins à cette métronomie? Par exemple, notamment celles qui ciblent la cellule tumorale plutôt que celles qui ciblent l'environnement? Alors, c'est une super bonne question. Et ça, c'est aussi une des choses qui fait que dans un monde où on a envie d'être rationnel et de savoir comment le traitement marche, on n'est pas capable, quand on donne de l'endoxan, de savoir si en fait, il marche parce qu'il agit sur le endothélium, s'il déplète les Tregs, s'il agit sur la tumeur tumorale. Et on n'a pas encore les outils pour voir qui fait quoi. Et c'est vrai que du coup, les gens n'aiment pas trop. Alors, si on fait un immune checkpoint inhibitor, on a envie de dire que c'est du Treg, comme ça c'est un peu sexy, mais on n'est pas capable de le démontrer. Alors, sachant que les marqueurs d'angiogénèse étaient trop larges et pas assez spécifiques, avec les marqueurs d'immunothérapie, on va pouvoir voir quand même si on déplète ou pas les Tregs ou si on déplète ou pas les MDSC. Moi j'ai une question, comment tu replaces ton concept de métronomie par rapport à la théorie de Rakesh Jain sur les anti-angiogéniques qui normalisent les vaisseaux et donc qui permet une meilleure arrivée de la chimio au sein de la tumeur? Je ne vous ai pas détaillé tout ça, mais dans les mécanismes d'action anti-angiogéniques potentiels effectivement de la chimiothérapie, il y a tous les médiateurs, donc le VEGF, la thrombine spondine, il y a les acteurs cellulaires, les cellules endothéliales circulantes, les cellules endothéliales progénitrices, l'induction de l'apoptose. Et après, donc globalement, en aval, il y a effectivement, est-ce qu'on détruit les vaisseaux ou est-ce qu'on les normalise et que du coup, comme nos médicaments arrivent en permanence, ils viennent un petit peu mieux dans la tumeur. Ça, pareil, je suis d'accord avec toi, mais on ne sait pas dire. Et est-ce qu'on peut imaginer mettre un patient sous métronomie, puis rechute, faire un gros shoot de chimio, puis recommencer la métronomie après? Ça s'appelle le chemo switch.
Donc ça, ça a déjà été testé, ça semble marcher pas trop mal. Et si on regarde rétrospectivement ce qu'on fait dans le traitement des leucémies, on a ces blocs d'intensité très très différents, on utilise des mécanismes d'action sans doute un petit peu différents. Donc ça, c'est un autre point un peu sous-jacent de tout ça, c'est qu'on utilise très très peu les dynamiques de traitement. C'est-à-dire quand on a un médicament, on donne la même dose tous les jours, on donne un BRAF inhibiteur, c'est parti parce que c'est juste plus confortable, mais sans doute on pourrait, à l'image de ce que propose Gatenby, proposer là, des variations, plus de dynamique dans les traitements. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Nicolas, merci beaucoup.